plutôt que de parler de cosmopolitisme uniquement au sens propre du terme, je pense qu'il faut impérativement poser la question du cosmopolitisme des Lumières ou des révolutions de la fin du XVIIIe siècle en relation avec d'autres termes. Et ces autres termes sont soit la fraternité universelle, soit l'amour de la patrie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le cosmopolitisme sans penser l'amour de la patrie en même temps. En tout cas, les contemporains du XVIIIe et des révolutions de la fin du XVIIIe siècle ne pensent jamais le cosmopolitisme de manière séparée de la question de l'amour de la patrie et de la fraternité universelle. Donc, la fraternité ne se limite pas pour les patriotes, ceux qu'on appelle les patriotes à la fin du XVIIIe siècle, ne se limite pas aux liens existants entre les hommes d'une même nation, mais elle s'étend évidemment à l'ensemble du genre humain. Et donc l'idée que ces révolutions de la fin du XVIIIe n'étaient que les manifestations d'un même mouvement universel de reconquête des droits naturels des hommes est un lieu commun des théories politiques de la fin du XVIIIe, aussi bien en France, en Europe qu'en Amérique. Et la métaphore qu'on retrouve dans tous les textes de l'époque, c'est la métaphore de l'étincelle de la liberté, qui se propage d'un bout à l'autre du monde, l'étincelle de la liberté qui fait de tous les peuples libérés des frères. Voilà. Alors, depuis fort longtemps, depuis les années 50 en fait, des historiens se sont intéressés à cette idée de fraternité dans l'ère des révolutions, pour dire vite, et notamment Gaucho et Palmer en leur temps, Jacques Gaucho et Robert Palmer, avaient dans leurs travaux sur l'ère des révolutions avancé quelques pistes, mais ils n'avaient pas poursuivi. Ce qui est évident, c'est que toutes ces révolutions du XVIIIe siècle, alors je ne reprends pas la liste in extenso, mais grosso modo, la révolution américaine, la révolution genevoise, la révolution belge, la révolution liégeoise, la révolution française, les mouvements révolutionnaires italiens, puis au-delà dans les années 1810-1820, les révolutions d'Amérique latine, la révolution de Saint-Domingue évidemment, dans les Antilles. Toutes ces révolutions finalement partagent un certain nombre de traits, même si elles ont par ailleurs des points extrêmement divergents et des causes extrêmement différentes les unes des autres, mais elles partagent un certain nombre de traits, et l'un de ces traits, c'est qu'ils ne pensent pas la liberté ou la souveraineté dans un cadre national, mais ils le pensent dans un cadre cosmopolitique. Cosmopolitique au sens que Kant donne à ce terme, de son l'idée d'une histoire cosmopolitique. C'est-à-dire que la question de la liberté se pose à l'échelle de la nation, mais aussi, évidemment, entre les nations. Alors si, pour simplifier beaucoup, on peut résumer à un certain nombre de grandes traditions historiques et philosophiques, ou de penser les différentes influences de ces patriotes de la fin du XVIIIe siècle. Alors, évidemment, là, j'y vais à coup de serpe, c'est très très général ce que je raconte, mais on a l'influence de gens comme Grotius, Pufendorf, l'école du droit naturel, Spinoza, Hamilton, Sidney, Hobbes, Leibniz, Montesquieu, Vattel, Mably et Rousseau évidemment font partie de ce bagage. Or, ces différentes traditions n'entretiennent pas les mêmes analyses du lien existant entre les peuples et donc de la nature des rapports politiques que doivent entretenir les peuples les uns par rapport aux autres, et donc de la cosmopolitique. Première idée, l'immense majorité des penseurs de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle rejettent l'idée de Hobbes de l'insociabilité naturelle de l'homme. Tous poussent de hauts cris lorsqu'ils abordent la théorie hobbesienne, et presque tous défendent avec Locke l'idée d'une nature humaine, ou plus exactement d'un état de nature, qui n'est pas un état de guerre. En tout cas, qui n'est pas forcément un état de guerre, plus exactement. Les sociétés humaines ne sont donc pas naturellement ennemies. Ce qui les rend ennemis, ce n'est pas l'état de nature qui sera un état de guerre, ce qui les rend ennemis, c'est la politique. Et par le mot politique, il faut comprendre le sens que ce mot a le plus souvent au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les relations entre les États, la diplomatie, la guerre, la paix. C'est
très souvent dans les textes du XVIIIe qu'on comprend la politique selon ce terme, selon cette définition. Alors, beaucoup de ces philosophes considèrent que les liens de la fraternité et de la morale naturelle unissent les hommes, quand bien même ils sont séparés en sociétés différentes, et quand bien même ces sociétés sont en conflit. C'est-à-dire que malgré la guerre, il subsiste des devoirs de fraternité entre les individus qui composent les nations ou les peuples, mais aussi entre les peuples. L'idée d'unité du genre humain est largement partagée, et l'idée que les liens de la morale universelle sont les fondements de cette unité du genre humain n'est pas franchement remise en cause, à quelques exceptions près par-ci par-là. J'en dirai un mot après. Cela dit, l'idée d'unité du genre humain et l'idée de la morale universelle n'implique pas pour autant une cosmopolitique en pratique, c'est-à-dire n'implique pas forcément qu'on puisse faire une politique qui soit fondée sur la morale universelle. Parce qu'on peut fort bien considérer que la morale universelle est une chose et que la politique en est une autre, que la première relève de l'état naturel, tandis que la seconde relève de l'état social, et qu'il y a discontinuité entre les deux. Donc on peut fort bien admettre le cosmopolitisme comme un état objectif de l'humanité. Il y a des liens cosmopolites entre les humains, mais ne pas considérer qu'il s'agit là d'une base pour faire une politique cosmopolite, donc une cosmopolitique. C'est la différence importante sur laquelle je vais insister entre le cosmopolitisme et le cosmopolitique. La fraternité universelle peut donc être considérée comme un lieu commun de la morale. C'est Mably qui utilise cette formule. Il dit il ne faut pas s'arrêter au lieu commun de la morale, il faut aussi envisager une autre... Enfin, lui, il n'utilise pas le terme de cosmopolitique. Le seul qui l'utilise vraiment comme un concept, c'est Kant. Mais d'autres utilisent d'autres formules. Et donc on ne doit pas seulement se baser sur les lieux communs de la morale, mais il faut élaborer, construire un état avec un petit accent aigu, et pas un état avec une majuscule, un état de l'humanité dans lequel les peuples construiraient une politique commune. De ce point de vue-là, on peut dire que l'influence de Rousseau sur cette question est à peu près nulle. C'est-à-dire que la réflexion de Rousseau sur les contradictions du cosmopolitisme et de la mort de la patrie est quelque chose qu'on retrouve très très peu chez les patriotes. Je rappelle vite fait, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir, que la pensée de Rousseau, en ce qui concerne le cosmopolitisme, est assez complexe, et elle est très évolutive. Il dit vraiment pas la même chose au début, et à la fin, ça évolue énormément. Rousseau a tendance à considérer, dans un premier temps, les figures cosmopolites, comme il dit, ou les grandes âmes cosmopolites, plutôt, comme il dit, sont des exceptions qui sont capables de s'élever à la connaissance de l'amour de l'humanité, mais que d'une part, ces grandes âmes sont très peu nombreuses, et d'autre part, au fur et à mesure de sa réflexion politique, notamment à travers les projets sur la Corse, sur la Pologne, etc., Rousseau va de plus en plus considérer qu'il est prioritaire, qu'il est préférable, qu'il est plus important de construire le citoyen avant de construire l'homme cosmopolite. C'est-à-dire que le citoyen, on connaît tous la formule du l'homme est d'abord... je ne sais plus la formule, je ne sais pas de mémoire, je ne sais pas très bien en ce moment. Non, c'est pas celle-là. C'est celle où il dit il faut faire un citoyen plutôt qu'un homme, etc. Voilà. Voilà. Donc, mais cette réflexion de... Il faut choisir entre faire. Voilà, tout à fait. Mais cette réflexion de Rousseau, que les contemporains connaissent, on la retrouve très très peu dans le discours politique des patriotes de la fin du XVIIIe siècle. C'est pas du tout celle-là qui est dominante en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le cosmopolitisme ? Qu'est-ce que c'est que le cosmopolitisme, pardon, le patriotisme ? Pour la plupart des écrivains, des penseurs, etc., ce sont deux concepts qui ne s'excluent pas, qui sont complémentaires. Le patriotisme et le cosmopolitisme sont les deux faces d'un même amour de l'humanité. L'amour de la patrie, c'est l'amour
de ceux qui se trouvent autour de vous. Et l'amour de l'humanité, c'est l'amour de l'ensemble du genre humain. Et ces deux termes ne sont pas exclus, ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, mais au contraire, ils sont emboîtés. C'est-à-dire que on résout le problème de la contradiction, ou de l'aporie, si vous voulez, entre humanité et patrie, par une hiérarchisation, qui est très classique, qui est héritée de la pensée grecque, mais que Montesquieu reformule, et qui est bien connu. Hein, je cite un petit extrait des pensées que Montesquieu réintègre par la suite dans l'Esprit des lois. Montesquieu écrit « Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie, qui fût préjudiciable à l'Europe, ou bien qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime. » Donc il y a bien un emboîtement chez Montesquieu, c'est-à-dire l'amour du genre humain comme valeur suprême, l'amour de l'Europe, si on peut dire, comme grande patrie des hommes éclairés, jusqu'à la famille et jusqu'à l'individu. Et donc, celui qui oublie cet emboîtement, celui qui oublie cette hiérarchisation, c'est-à-dire, d'une part, ce qu'on appelle à l'époque le cosmopolite de système, ou le cosmopolitisme de système, c'est une expression qu'on retrouve dans les textes, et d'autre part, le patriote exclusif, ces deux-là oublient que le patriotisme comme le cosmopolitisme sont intégrés dans une hiérarchie. Alors le patriote exclusif, c'est celui qui n'aime que sa patrie et qui veut que sa patrie prospère au détriment du genre humain. On retrouve ça par exemple dans l'article patrie du dictionnaire philosophique de Voltaire, hein, l'esprit du patriote est dur pour les étrangers, etc., etc. Et de l'autre côté, on a le cosmopolite de système qui fait profession d'aimer le genre humain pour mieux se dispenser d'aimer ses concitoyens. C'est-à-dire qui aime l'humanité mais qui n'aime pas ses concitoyens. Ou en tout cas qui ne cherche pas à transformer le monde de ses concitoyens. Donc on a deux concepts qui, comment dirais-je, deviennent négatifs parce qu'ils ne sont pas emboîtés ni hiérarchisés comme le faisait Montesquieu. Alors qu'est-ce que c'est que le cosmopolitisme de système? Tout au long du XVIIIe siècle, un certain nombre d'écrivains, pas forcément des philosophes d'ailleurs, mais des écrivains, des hommes de lettres, etc., défendent l'idée que, eh bien, là où on est bien, là est la patrie. Hein, je vous la fais pas en latin, mais vous voyez de quoi je veux parler. C'est un cosmopolitisme qu'on pourrait appeler aristocratique, qui serait l'expression philosophique ou culturelle d'une espèce d'unité culturelle des noblesses européennes du temps. On dit que le comte de Ligne était un esprit cosmopolite, on dit que Casanova est un aventurier cosmopolite, etc. Alors, ce cosmopolitisme-là, aristocratique ou cynique, si vous voulez, pour les gens qui le considèrent comme négatif, on le retrouve par exemple dans les travaux d'un aventurier des Lumières, enfin d'un écrivain des Lumières, qui s'appelait Fougeray de Montbron, F-O-U-G-E-R-E-T, plus loin D-E, plus loin de Montbron, Fougeray de Montbron, M-O-N-T-B-R-O-N, voilà. Et Fougeray de Montbron écrit un livre qui s'appelle Le Cosmopolite, qui a, alors je ne sais plus la date exacte, mais c'est 1756 ou 7, je crois, à vérifier, hein, je n'ai plus en tête. Et cet ouvrage est un succès de librairie. Hein. Et l'image que donne Fougeray de Montbron du cosmopolite est assez effrayante. Le cosmopolite, c'est vraiment celui qui, dans les relations sociales immédiates, est un cynique absolu. Quelqu'un qui se fiche pas mal de savoir si le pays dans lequel il est prospère ou pas, tandis que du moment que lui prospère, y compris dans le déplacement, et que finalement la mobilité de cet homme d'un bout à l'autre de l'Europe est la seule condition de son bonheur. Voilà. Et donc
à partir des années 1750, on voit dans les définitions de dictionnaires, dans les définitions des encyclopédies notamment, que le terme cosmopolite devient de plus en plus péjoratif. C'est-à-dire que est cosmopolite celui qui n'a pas de patrie, celui qui n'est pas citoyen. Mais on précise le plus souvent qu'il s'agit là des cosmopolites de système, comme on dit. Alors vous avez par exemple, dans l'offensive antiphilosophique, au moment de la fin de la guerre de 7 ans, dans les années 1763, 64, 65, un tas de textes où on accuse les philosophes, Diderot, etc., d'être des cosmopolites. Et c'est pas du tout une caractérisation positive. Hein. Je crois que c'est le siège de Calais de Du Bellay, qui est une espèce de grande pièce très loyaliste, qui est jouée, qui rencontre un très très grand succès en 1763, qui est jouée donc dans le contexte de la fin de la guerre de 7 ans et donc de la défaite française. Hein. Il y a toute une diatribe contre les esprits cosmopolites qui n'aiment pas leur patrie. Dans la fameuse pièce Les philosophes, hein, où on ridiculise Rousseau comme quelqu'un qui marche à quatre pattes et Diderot comme une espèce de cynique absolu, on place dans la bouche de Dortidius, évidemment c'est Diderot, une espèce d'éloge du cosmopolitisme qui renvoie au fait qu'on n'aime pas sa patrie. Voilà. Et donc l'expression cosmopolitisme devient est plaqué en quelque sorte, se résume à ce que Montesquieu ou d'autres appelaient le cosmopolitisme de système. Un autre champ d'utilisation du terme cosmopolitisme, c'est celui qui renvoie à la question du commerce, du grand commerce. C'est-à-dire que les marchands sont cosmopolites. Alors les marchands sont cosmopolites, c'est l'esprit de commerce. Hein. L'esprit de commerce, c'est bien parce que ça permet de réduire les préjugés nationaux. Ça permet aux hommes et aux peuples de rentrer en contact et de pacifier leurs relations par le fait que leurs besoins sont interdépendants. Mais en même temps, le marchand n'a pas d'intérêt fondamental dans sa patrie, puisque la seule chose qui l'intéresse dans sa patrie, c'est la possibilité d'y commercer avec l'étranger. Donc là aussi, cette deuxième figure négative du cosmopolite, c'est celle du gros marchand, du grand négociant, qui peut laisser crever de faim la population de son pays du moment qu'il gagne sa vie en exportant des grains à l'étranger. Donc là aussi, on a toujours ces deux faces. Hein, le cosmopolite, c'est à la fois celui qui est guéri des préjugés nationaux, ça c'est plutôt positif, mais en même temps, s'il va trop loin dans cette direction, eh bien il devient cosmopolite de système. Voilà. Alors, les révolutions de la fin du XVIIIe siècle, en particulier la révolution américaine, si on les prend de manière chronologique, ont réinvesti la notion à la fois de fraternité universelle et de cosmopolitisme. La question se pose notamment dans le débat assez important à partir de 1778-79, qui est-ce que la Révolution américaine marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Alors il y a toute une série de textes qui se répondent des deux côtés de l'Atlantique autour de cette question-là. La presse, les pamphlets, les réponses au concours des académies se demandent quelles seront les conséquences de ce bouleversement politique fondamental qui est l'indépendance américaine. La plupart des intervenants considèrent, comme Thomas Paine, qui écrit cela, que, je cite Thomas Paine, la cause de l'Amérique est dans une grande mesure la cause de l'humanité. Il y a quand même quelques voix discordantes comme celle de Linguet, ce qui n'est pas très très étonnant, puisque Linguet, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas dans le courant dominant des Lumières. Linguet considère que rien de nouveau ne peut sortir de cette affaire-là, puisque après tout,
Les Américains se sont contentés de changer de maître. Ils avaient des maîtres anglais, maintenant ils ont des maîtres qui sont des propriétaires d'esclaves, et donc c'est pas très, tout ça n'est pas très intéressant. Mais malgré tout, d'ailleurs, Linguet change d'attitude. Au début, il est très critique, puis par la suite, il dit quand même, on est bien obligé d'éprouver de la sympathie pour ces gens qui ont brisé des chaînes, quand même si il s'agit d'une révolution qui est d'une certaine manière inachevée. L'abbé Raynal, le célèbre auteur de l'histoire philosophique et politique des deux Indes, met lui en valeur dans un texte le fait que l'intervention française dans la guerre d'indépendance américaine est fondamentalement quelque chose qui relève de la politique des puissances et donc de la revanche sur l'Angleterre, et pas du tout comme quelque chose qui relèverait d'une nouvelle politique entre les peuples. Et donc Thomas Paine répond à l'abbé Raynal en rejetant cette idée-là, en disant certes le roi de France est intervenu aussi pour des raisons que nous on appellerait géopolitiques, mais indépendamment de la volonté de ceux qui dirigent les grandes puissances, cette révolution américaine crée de nouveaux liens cosmopolitiques. Lui non plus n'utilise pas cette expression-là, mais c'est bien ça que ça veut dire. Condorcet considère lui aussi que la révolution américaine doit nécessairement renforcer la paix et la prospérité entre les peuples. Petite citation d'un de ses textes qui s'appelle « De l'influence de la révolution d'Amérique sur l'Europe », qui paraît en 1787. Le bonheur d'un peuple, loin de s'accroître par le malheur et l'affaiblissement de ses voisins, doit augmenter au contraire la prospérité des autres peuples. La liberté de l'Amérique prouve la possibilité pratique d'adopter les droits de l'homme et des nations. Là, la citation est terminée, c'est une de mes phrases. Par la proclamation simple et sublime, et là c'est Condorcet qui parle des droits, la déclaration d'indépendance donne un exemple à l'homme ignorant ou faible. Elle permet à tous les peuples de les reconquérir, car le spectacle d'un grand peuple où les droits de l'homme sont respectés est utile à tous les autres. Donc l'existence d'un peuple libre est en soi, ça n'est pas la réalisation d'une nouvelle cosmopolitique, mais ça crée les conditions pour. Mably entre aussi d'ailleurs dans ce débat. Il est un peu plus réservé quant à la possibilité que les États-Unis deviennent le moteur d'une nouvelle politique, mais enfin il dit il ne nie pas la possibilité que cela arrive. Condorcet insiste aussi sur le fait que même si le projet de la baie de Saint-Pierre, le projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, ne peut pas être réalisé, selon lui à ce moment-là, il dit néanmoins l'Amérique, la révolution d'Amérique, va permettre d'avancer un certain nombre de principes de droit, notamment il propose l'adoption d'un code de navigation universel, l'adoption d'un droit qu'on appellerait nous international de la mer, même si lui évidemment n'utilise pas cette expression-là, il utilise le terme de droit des gens évidemment. La philosophie en action des Américains est plus efficace que les condamnations des philosophes, dit Condorcet, il dit on a eu Voltaire, on a eu Montesquieu, etc., mais la philosophie pratique des Américains est plus efficace puisque elle rejette toute idée de guerre entreprise par ambition, par le désir de la conquête. Voilà. Et alors on a la même chose chez les Anglais, dans les milieux qu'on appelle radicals, chez Richard Price, chez Priestley. Richard Price prononce en 1787 un sermon dont le titre est « The Evidence for a Future Period of Improvement in the State of Mankind », donc les preuves ou les éléments pour une période future de progrès dans l'état de l'humanité, et il fait de la Révolution américaine l'élément fondamental de ce processus. Selon Price, la Révolution américaine a bouleversé l'état politique de l'humanité, et la victoire des insurgents est le début d'un mouvement universel de reconquête des droits, et donc d'une nouvelle cosmopolitique. Alors, ces quelques exemples montrent que les révolutionnaires de cette fin du XVIIIe siècle sont pleinement conscients du bouleversement provoqué par la Révolution américaine, et ça va évidemment s'accentuer, enfin je dis évidemment non, ce n'est pas évident, s'accentuer dans la Révolution française, avec la mise à l'ordre du jour, dans le courant de la Révolution française, d'une nouvelle politique que nous on appellerait internationale, mais que vous pouvez appeler cosmopolite.
jusqu'en mai 1790, les patriotes de l'Assemblée constituante ont été évidemment beaucoup plus occupés de réformes intérieures que de questions extérieures. Il y a eu quand même 2-3 escarmouches, nous sommes posés des jalons. La première de ces escarmouches s'est produite quand l'aristocratie de Genève a demandé à la France de renouveler la garantie que le roi de France avait déclarée lors de la répression de la Révolution de 1782, c'est-à-dire que la France et le roi de Sardaigne étaient puissance garante de la Constitution genevoise, et donc en 1789, les aristocrates genevois qui sentent que la situation évolue demandent à la France de renouveler cette garantie. Mirabeau fait repousser cette demande. Et à ce moment-là, on a un premier débat assez court sur le fait que la France régénérée ne peut pas mener la même politique extérieure que les despotes, et donc il n'y a aucune raison que la France garantisse une constitution aristocratique dans un État voisin. La deuxième question, plus importante et plus épineuse, c'est celle de la Corse. En effet, lors de la conquête de la Corse par les troupes françaises, je rappelle que la Corse n'a pas été achetée, comme le disent des anciens manuels un peu très dépassés. La Corse n'a pas été achetée. Et ce qui a été acheté, c'est le droit pour les Français d'envoyer des troupes sur place pour exercer la souveraineté que la République de Gênes ne pouvait plus exercer sur place, n'arrivait plus à exercer sur place. Donc je dirais qu'en 1789, il y a eu des mouvements en Corse, et en décembre 1789, l'Assemblée constituante déclare que la Corse fait partie de l'Empire français. C'est-à-dire que les lois françaises s'appliqueront en Corse, parce que depuis la conquête, ce qui s'applique en Corse, c'est l'état de siège militaire. Les lois françaises ne s'appliquent pas en Corse sur la conquête. Et donc, mouvement d'enthousiasme, etc., en Corse comme en France, mais la République de Gênes proteste. Elle proteste parce que, dans le fameux traité originel, la Corse n'a pas délégué à la France la souveraineté sur la Corse, mais l'exercice de la souveraineté sur la Corse pour une période limitée. Et donc la République de Gênes râle en disant « Vous n'avez pas le droit de faire de la Corse une partie de l'Empire français ». Là encore, Mirabeau monte en première ligne et dit au détour d'une phrase que la France régénérée n'a pas à respecter des traités dans lesquels on échange les peuples comme des troupeaux de moutons. Et donc, grosso modo, il envoie balader la République de Gênes en disant la Corse veut être française, elle est française, point. Mine de rien, c'est une première brèche extrêmement importante dans la question de la nouvelle politique quand on menait la France. C'est une brèche importante dans le droit public de l'Europe. Il va y avoir un long débat à l'Assemblée constituante en mai 1790, dont le point central est à qui appartient le droit de faire la guerre et la paix. Est-ce que c'est au roi ou est-ce que c'est à la nation? Si c'est à la nation, à qui doit-elle le déléguer? Est-ce que doit le déléguer au roi ou à différentes instances des pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, etc. Alors je ne vais pas vous résumer ce débat qui est très long, mais à l'occasion de ce débat se posent toutes les questions qu'on se pose depuis le début du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, peut-on élaborer une politique qui respecte les nations? Faut-il respecter les traités qui sont des traités despotiques dans lesquels les nations ne sont comptées pour rien? Qui doit décider de la guerre? Qui doit décider de la paix? Est-ce que les peuples républicains, c'est-à-dire les peuples dans lesquels le pouvoir législatif a un droit de regard sur la guerre et la paix, est-ce que les peuples républicains peuvent impulser une politique qui sera pacifique? C'est-à-dire, est-ce qu'on a moins de chances d'avoir de guerre si les peuples peuvent contrôler la déclaration de paix ou de guerre? Voilà, toutes ces questions sont des questions extrêmement importantes qui sont posées dans ce débat. Alors, je vous avais amené un petit extrait de texte. Je vais vous en lire un petit... Juste, oui. sans vouloir t'interrompre, oui. Comme on n'a que 2 heures, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que
il doit y avoir d'intervention de la mairie, et il faut bien qu'il reste du temps pour la discussion. Donc, bon, là ça va, hein. Il est moins 10. On te laisse, je sais pas, encore 5-10 minutes. Ouais, d'accord. Voilà, histoire que Valérie ait une vraie grosse demi-heure et qu'on puisse garder une demi-heure pour la discussion. Ça marche. Voilà. Ça marche. Donc juste un tout petit extrait, hein. Voilà ce que dit Volney le 18 mai 1790. Jusqu'à ce jour, l'Europe a présenté un spectacle affligeant d'orgueil apparent et de misère réelle. On n'y comptait que des maisons de princes, des intérêts de famille. Les nations n'avaient qu'une existence accessoire et précaire. On possédait un empire comme un domaine, on portait en dot des peuples comme des troupeaux. Vous changerez, messieurs, un état de choses aussi déplorable, vous ne souffrirez plus que des millions d'hommes sous le jouet de quelques-uns, qui ne sont que leurs semblables, et vous rendrez leur dignité et leurs droits aux nations. Jusqu'ici, vous avez délibéré dans la France et pour la France. Aujourd'hui, vous allez délibérer dans l'univers, et pour l'univers, vous allez, j'ose le dire, convoquer l'Assemblée des Nations. Alors, je ne lis pas la suite du document dans lequel Volney présente un projet de décret, mais on peut le résumer. Le premier article du décret, c'est que la France regarde l'universalité du genre humain comme ne formant qu'une seule et même société, dont l'objet est la paix et le bonheur de tous et de chacun de ses membres. Premier aspect. Donc, réaffirmation de cette idée centrale de l'unité du genre humain et de la morale universelle qui unit les peuples en son sein. Que dans cette société générale, c'est justement l'article 2, les peuples et les États considérés comme des individus jouissent des mêmes droits naturels et sont soumis aux mêmes règles de justice que les individus des sociétés partielles. Donc, une matérialisation de ce que j'expliquais tout à l'heure. Que par conséquent, nul peuple n'a le droit d'envahir la propriété d'un autre peuple, ni de le priver de sa liberté ou de ses avantages naturels. Que toute guerre entreprise pour un motif ou pour un autre objet que l'invasion d'un État par un autre État, tend à menacer la liberté et la sûreté de tous. Donc c'est à la fois une condamnation de la guerre et une condamnation de la guerre de conquête, surtout. Pas de la guerre défensive, mais de la guerre de conquête. Donc dans ce texte de Volney, on a une espèce de synthèse de cette pensée des Lumières autour de l'idée d'une cosmopolitique. Alors le point de vue de Volney n'est pas le seul, bien évidemment. Robespierre intervient aussi dans ce débat. Finalement, le débat aboutit au fameux décret du 22 mai 1790, qui est un texte de compromis, dans lequel on déclare que le droit de paix et de guerre appartient à la nation, et que la France déclare la paix au monde. Plus exactement, il va y avoir un article, l'article, si je ne dis pas de bêtises, l'article 22 du titre, j'ai oublié le titre, peu importe, enfin qui est intégré dans la Constitution de 1791, qui déclare que la France renonce solennellement à toute guerre de conquête. Alors, la volonté de Volney, ou du côté gauche, comme on disait à l'époque, d'imposer une déclaration du droit des gens, une déclaration du droit des nations, qui viendrait compléter la déclaration des droits de l'homme, ne s'est pas matérialisé à ce moment-là, ça n'a pas été possible. Néanmoins, ce décret du 22 mai 1790 a été immédiatement connu dans toute l'Europe et a suscité un enthousiasme extraordinaire. Il a été considéré comme une avancée spectaculaire de la morale entre les nations et de la fraternité entre les peuples. Klopstock, le poète allemand, écrit des odes, les radicals anglais ou irlandais font des manifestations à la gloire du traité du 22 mai, on promène le buste de Mirabeau, qui est celui qui a proposé la formulation dans les rues de Dublin, par exemple. Paine salue Thomas Paine, James Mackintosh salue le décret, la London Revolution Society fait une campagne de banquet. Richard Price prononce un discours qui s'appelle Discourse on the Love of Our Country, le discours sur l'amour de la patrie, dans lequel il fait l'éloge de tout cela. Donc c'est un texte qui a un rôle, qui a un écho extrêmement important à ce moment-là. Alors évidemment, dans les 5 minutes qui restent, je ne vais évidemment pas pouvoir développer tout ça, mais cet impératif cosmopolitique qui est ébauché dans le décret dans le débat de mai 1790, on va le retrouver à différentes étapes de la Révolution. On va le retrouver dans le débat constitutionnel de 1793, on va le retrouver dans le débat constitutionnel de 1795, en l'an 3, et c'est un impératif qui est toujours là, qui irrigue, qui nourrit le débat sur la politique extérieure de la France, quand bien même
la guerre entre la République et les puissances européennes se développe, comme vous le savez, à la fin de 1792 et au-delà. On peut trouver un deuxième grand moment dans lequel cet idéal cosmopolitique se développe dans le discours de l'abbé Grégoire, alors, que l'abbé Grégoire présente en 1795, dans lequel il présente une déclaration du droit des gens, en l'an 3. En fait, c'est un texte que Grégoire a présenté sous une première forme en 1793. Il n'a pas été discuté à ce moment-là, et en 1795, il le représente, ce texte. Et là aussi, on peut dire qu'il s'agit d'une espèce de synthèse de la politique cosmopolite, dans laquelle Grégoire revient sur la condamnation du cosmopolitisme de système et sur la nécessité de hiérarchiser l'amour de la patrie et l'amour de l'humanité dans une série de principes. Alors, je n'ai pas là non plus le temps de développer, mais je vous ai mis un extrait de ce discours du 7 Floréal en 3, que je vais vous en donner quelques exemples et je terminerai là-dessus. Le cosmopolitisme de système et de fait n'est qu'un vagabondage physique et moral, écrit Grégoire. Hein. Nous devons un amour de préférence à la société politique dont nous sommes membres. Cependant, l'égoïsme national, on n'est pas dans le patriotisme exclusif, mais dans l'égoïsme national, mais ça veut dire la même chose. L'égoïsme national est aussi coupable que l'égoïsme individuel. Le patriotisme n'est point exclusif. L'énergie de ce sentiment se concilie avec cette douce philanthropie qui s'efforce d'anéantir les préjugés, l'intolérance, les rivalités, les haines entre les peuples, de resserrer les nœuds de la fraternité entre les différentes sections de la société humaine. La politique est une branche de la morale universelle, la politique au sens restreint que j'ai évoqué tout à l'heure, puisqu'elle est l'art de gouverner un peuple de la manière la plus conforme à son bonheur, sans nuire à celle des autres. La loi de la sociabilité entre les peuples n'est autre que la loi naturelle appliquée aux grandes corporations du genre humain, etc. etc. Alors, ensuite, Grégoire propose une série d'articles dans cette déclaration du droit des gens. L'article 1, alors ces articles sont une véritable synthèse, là aussi, de cette réflexion cosmopolitique du XVIIIe. Les peuples sont entre eux dans l'état de nature, ils ont pour lien la morale universelle. Les peuples sont respectivement indépendants et souverains, quel que soit le nombre d'individus qui les composent et l'étendue du territoire qu'ils occupent. Cette souveraineté est inaliénable. Les peuples doivent en paix se faire le plus de bien et en guerre le moins de mal possible, etc. Toute une série de principes que je ne développe pas. Simplement, pour conclure, c'est pas hasard si cette déclaration de droit des gens de l'abbé Grégoire est strictement contemporaine vers la paix perpétuelle de Kant. Vers la paix perpétuelle de Kant n'est pas un ouvrage qui est complètement déconnecté de la politique du temps, hein, pas du tout. C'est un ouvrage qui a un contexte extrêmement précis, qui est celui des négociations de la paix de Bâle, et dans lequel s'intègre également cette réflexion de Grégoire. Donc c'est pas hasard si on retrouve de Grégoire à Kant des éléments, alors évidemment ils ne disent pas exactement la même chose, parce que leur objectif n'est pas le même, mais on retrouve des éléments communs dans ce moment qu'on pourrait appeler le moment corps de Grégoire, si vous voulez, ou Grégoire-Kant, peu importe, la réflexion autour de la constitution d'une société cosmopolitique. Voilà. Donc, bon, c'est un très bref survol que je vous ai présenté, mais je voulais vous montrer qu'on a la constitution d'un corpus au XVIIIe siècle, et on a des tentatives de construction d'une politique pratique de ce corpus philosophique dans le cadre des révolutions américaine comme française, évolution qui trouve, on pourrait dire, son apogée dans ce moment 1795 avec Grégoire et Kant. Alors évidemment, l'idéal cosmopolitique ne disparaît pas après Kant, etc. Ça continue à se développer et évidemment à prendre d'autres formes, mais on a ici quand même, je pense, un moment philosophique important, avec un début et une fin provisoire bien sûr, mais qu'on peut analyser comme une période, enfin ce que les historiens appellent un moment, que les philosophes aussi appellent un moment, mais je ne sais pas si on a exactement la définition de ce terme. Voilà.